Madagascar, c'est si loin que les événements qui s'y sont déroulés il y a 3 semaines nous ont paru plus spectaculaires que compréhensibles. C'est cette explication que nous avons demandé à Alain Cancès de nous donner. L'université Charles de Gaulle à Tananarive. Depuis la mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président Nziran choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans l'île Bagne de Nosilav près de 400 étudiants. Dès le lendemain, étudiants et lycéens descendent de l'université pour manifester au centre de la ville. Ils veulent la révision des accords de coopération avec la France et tout particulièrement la réforme et la malgachisation de l'enseignement. Ils estiment que cet enseignement, fidèlement copié sur ce qui se fait en France, est inadapté aux besoins réels de Madagascar. Place de l'Indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président Nziran, ouvrent le feu. Ce document d'amateur est le seul document filmé de la fusillade qui fera, dit-on, 34 morts. On se battra encore le dimanche. Tananarive est aussitôt paralysée par la grève générale. Toute la ville semble se mettre à marcher. Cortèges et meetings se multiplient. Le général Adriamaz est nommé gouverneur militaire, mais l'armée donne l'impression de pactiser avec la foule. Elle désarme les FRS et les enferme dans leur caserne. Qu'est-ce qu'il a dit Le cordon commence ici jusqu'aux places 13 mai. Vous allez place de l'Indépendance, la place 13 mai maintenant, oui, c'est le nouveau nom, oui, d'accord, merci. Merci. Premier recul du président Nziran, il fait libérer les étudiants. Une foule énorme les accueille place de l'Indépendance. Au premier rang, les autorités religieuses et sur le podium, le général gouverneur militaire lui-même. Les enfants sont les princes de la ville. Nziran n'est déjà plus qu'un roi sans pouvoir. Grève et manifestations se poursuivent. 3 mots d'ordre. Révision des accords de coopération. Démission du président. L'armée au pouvoir. Le jeudi 17 mai, la foule se retrouve place de l'Indépendance. Bien décidé, semble-t-il, à monter au palais, où se trouve encore Nziran, gardé par les militaires. Et brusquement, sur la pression de ses conseillers, Nziran cède. Il renvoie son gouvernement. Le général Ramansoa reçoit les pleins pouvoirs. La foule la prend sur la place. Je donne plein pouvoir au général de division Casimir Ramansoa pour diriger le pays et je me charge de former les nouveaux gouvernements. Et le général vient se faire plébisciter. Officiellement, Nziran reste président. Qui s'en occupe encore? Tananarive a réussi sa révolution. Une révolution qui est avant tout celle de la bourgeoisie des hauts plateaux. Une bourgeoisie qui en avait assez d'être tenue à l'écart du pouvoir politique et plus encore du pouvoir économique. Un pouvoir politique pour l'essentiel aux mains d'un petit groupe d'hommes issus des ethnies de la côte, dans un pays où les antagonismes ethniques restent forts. Un pouvoir économique contrôlé par quelques grosses sociétés à capital étranger, c'est-à-dire français. Mai 1972 à Madagascar, c'est à travers le général Ramanansou l'espoir de revanche de la bourgeoisie nationaliste. Et lors de sa première conférence de presse, le général ne citera pas une seule fois le président Nziran. Premièrement, quelle est l'étendue de mes pouvoirs? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, c'est moi qui forme mon gouvernement
avec des hommes que je choisis moi-même. Ensuite, je dirige le pays, c'est-à-dire que je détermine et je conduis la politique générale de la nation. Pour les juristes, cela s'appelle être le chef du gouvernement. Est-ce qu'il faut pour cela modifier la Constitution? Je leur laisse, c'est-à-dire aux juristes, le soin d'étudier la question. Ensuite, je ne manquerai pas de vous répondre. Certains aspects de la coopération franco-malgache ont paru mis en cause au cours des récents événements. Qu'en pensez-vous? Réponse. Comme tout être bien vivant, la coopération franco-malgache doit évoluer. C'est une des premières questions que j'étudierai. Un fait à remarquer, le silence, ou en tout cas l'inefficacité des forces politiques et syndicales traditionnelles qui ont dû suivre un mouvement qu'elles ne contrôlaient pas. Cadre commercial, M. Rakoto Zafi a fait partie de l'un de ces comités de base qui se sont spontanément créés. Depuis qu'on a eu l'indépendance, on a dit toujours que c'était l'indépendance, mais il n'y a jamais eu d'indépendance, c'est-à-dire liberté individuelle. S'il y a par exemple l'élection d'un président, il n'y a jamais eu d'élection libre, voyez-vous, on vous forçait évidemment ici sur le plateau, il y a une petite liberté, mais à la côte, ça n'a jamais existé. On vous impose plutôt. Deuxièmement, l'économie. L'économie malgache, comme je vous ai dit, c'est toujours entre les mains des colonialistes. Colons. Colonialistes. Sous quelle forme? Par exemple, la viande et le riz, je parle uniquement de ça. Le riz qui sont exportés en majeure partie. Évidemment, je ne parle pas de riz de luxe qui doivent être exportés, mais je parle du riz qui doit être consommé par les Malgaches, ce qui nous oblige à importer du riz du Brésil. Alors vous vous rendez compte un peu de l'éloignement, et ça a commencé par là. Parce qu'à un moment donné, les Malgaches, surtout les Tanamariens, il y avait du riz moisi qui était mis en vente, du riz du Brésil. Et troisièmement, l'adaptation des études. Oui. Dans quel sens? C'est-à-dire que on ne sait pas, ils le savent au ministère de l'enseignement ici, ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils imitent ce que font les Français, ce qui n'est pas à faire du tout, puisque à Madagascar, moi je pense qu'il nous manque, ce sont les jeunes qui doivent travailler la terre, qui doivent faire du travail manuel ou des techniciens. Et non pas de former des bureaucrates, on en a pas besoin. Actuellement, il y a 10 ans, il y a 10 000 étudiants qui ont leur bac et qui sont en chômage. Ils ne trouvent pas du travail. Mais là, si vous voulez, ce sont des problèmes économiques. Je veux dire, sur un plan humain, il n'y a pas de haine, de désir de vengeance contre la... Non, il n'y a pas du tout. Voilà, une bonne entente entre les Français et Malgaches. Et vous ne voyez aucun inconvénient à ce que des Français restent ici après pour, je ne sais pas, soit coopérer, soit travailler dans le pays, enfin. Non. Ah, mais il y a toujours pour les coopérants, c'est-à-dire les assistants techniques, je suis d'accord, mais il y a quand même certains problèmes, les colons, quoi, les anciens colons surtout, parce que ici à Tanarive, ça va, mais si vous voyez dans les côtes, ils sont toujours les Wazabés. C'est-à-dire les grands rois là-bas, les grands exploiteurs. La peur de la guerre civile a sauvé partiellement le président de Ziran. Le premier réflexe de colère passé, satisfait de leur victoire, les habitants de Tananarive ont eu peur de la réaction des habitants de la côte si jamais ils allaient jusqu'au bout et chasser par la force le président. Père supérieur des jésuites de la ville, le père Alibera a été l'un des meneurs du mouvement. Dès qu'il y a des problèmes à Madagascar, on soulève toujours ce lièvre, on soulève toujours ce problème. On dit il y aura guerre tribale, il y aura lutte ethnique. Vraiment, je crois qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'est possible peut-être. Maintenant, non. Et nos jeunes viennent de démontrer que chez eux, il n'y a plus ce problème. Les adultes, eux aussi, non. Ils ont dépassé cela, dans le sens que le problème n'est plus là. Seulement, à l'échelle internationale, et en France en particulier, on revient toujours là-dessus. Dès qu'il y a quelque chose, on revient là-dessus. À l'ambassade de France, on parle de cela.
je crois connaître davantage les Malgaches que ceux de l'ambassade. Pourtant, j'ai entendu beaucoup de Malgaches dire que si Ziran avait été déposé par la force, on risquait un soulèvement, par exemple, des ethnies auxquelles il appartient. Non, pas tellement, parce que Ziran en a été dégommé, mais l'exploitation politique, l'exploitation, si vous voulez, tribale de cela. Et de fait, moi-même, j'ai fait un sermon qui a l'allure d'un message à la nation, samedi, justement pour conjurer cela. Mais c'était une précaution, évidemment. Deux précautions valent mieux qu'une. Mais je pense que pour le moment, c'est écarté. Pour le moment, non. Actuellement, c'est écarté. Pourtant. Et ce n'est plus le problème. Je suis maire, moi. Ben, vous voyez, nous avons tellement vécu avec nos frères de la côte et que nous voyons leur valeur, que nous n'avons pas. Leur droiture, que nous n'avons pas. Et puis leur intelligence, mais seulement, voilà, ils n'ont pas eu la chance comme nous d'avoir eu des écoles depuis 1 siècle et demi. Ils n'ont pas eu ça. Ensuite, ils n'ont pas eu la chance d'être libérés très tôt de certaines coutumes qui empêchaient le pays d'évoluer. Mais comme valeur humaine, d'ailleurs, tout ce qu'on peut lui reprocher, on peut beaucoup lui reprocher, mais c'est quand même celui qui a fait le pays pendant 12 ans, évidemment. À la fin du régime, tout cela, mais on ne peut pas quand même détruire tout ce qu'il a fait d'un coup. Pas possible. Et c'est un berger Tsimyeti qui est devenu président de la République, le premier. Donc, vous voyez, tout ça, ça a nuancé, vous voyez. Tamatave, sur la côte orientale de l'île. Malgré l'optimisme du Péra libéral, les antagonismes ethniques jouent encore un rôle important dans l'île, où l'on compte 18 tribus. Une hostilité réelle a longtemps opposé les tribus des hauts plateaux, qui ont régné sur l'île, qui ont connu une évolution plus rapide aux tribus côtières. Ici, sur la côte, l'évolution est plus lente. Et dans ces villages, sait-on seulement ce qui s'est passé à Tananarive. Mais il est incontestable que certains responsables auraient pu entraîner des soulèvements sur la côte contre les hauts plateaux. D'aucuns y ont même pensé. Le risque a été écarté parce que l'armée a pris le pouvoir, parce que, en apparence du moins, Ziran est toujours président. Ces deux jeunes étudiants de Tamatave ont fait grève comme leurs camarades de la capitale, et pourtant. Ziran, pour la masse paysanne de Madagascar, représente l'unité nationale et le pouvoir malgache. Et il est, d'après les informations de la radio, en quelque sorte, c'est l'idéal malgache, l'étranger, c'est Ziran. Vous êtes des côtiers, vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'ici, par exemple, sur la côte, la population aurait réagi si Ziran avait démissionné? Ça, je ne le sais pas. Moi, je pense que si. Vous pensez que oui? Dans quel sens? Par des manifestations un peu plus brutales, peut-être, si. Pour défendre Ziran? Pour défendre Ziran. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez été prêt à défendre le président de Ziran? Je crois que si. Pourquoi? Je défendrai Ziran parce qu'il représente l'unité malgache d'une part, et puis il a été élu par tout le monde, quoi. Et rien que les gens de Tana, ils sont peu par rapport aux autres. C'est une minorité. Et maintenant, le général Ramanansou doit gouverner. Il faudra bien parler de la révision des accords de coopération. Les Malgaches souhaiteraient voir d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne fédérale et pourquoi pas l'Afrique du Sud s'implanter dans l'île aux côtés des capitaux français. Seulement, et la présence à Madagascar de forces françaises placées sous le commandement du général Bijard le rappelle, l'île est une position stratégique clé dans l'océan Indien. Le problème n'est plus simplement économique. En conservant une position prépondérante, la France a longtemps préservé Madagascar des luttes d'influence. L'île est toute proche d'une Afrique orientale où s'affirme l'influence chinoise. Elle contrôle en partie le canal du Mozambique, la route du Cap, le passage des supertankers qui ravitaillent les États-Unis en pétrole venu du Moyen-Orient. De tout cela, on n'a guère parlé pendant la révolution de Tananarive, et pourtant ce sont ces données qui vont commander désormais l'avenir de la Grande Île.